Tenir compte de la prise de risque dans la fiscalité de la transmission d'entreprise, c'est l'objet de la réforme de la fiscalité des plus-values dont les grandes lignes ont été dévoilées lors des assises de l'entrepreneuriat, c'était fin avril. Une réforme qui tient compte de la colère des pigeons, ces entrepreneurs qui s'étaient révoltés fin 2012 contre la surtaxation des plus-values de cession. Compte tenu des fluctuations rapides dans le domaine de la fiscalité, eh bien, tentons d'y voir plus clair. Bonjour Olivier Passé. Bonjour. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qui posait problème dans la première version de la réforme des plus-values de cession d'entreprise inclus initialement dans la loi de finances 2013? C'était une surtaxation des plus-values de cession, c'est ça? En effet, une surtaxation qui s'explique par un changement radical dans la loi qui a d'ailleurs été maintenu. Les plus-values de cession d'entreprise sont désormais soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le gouvernement veut aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Pour tous ceux qui se situent dans la dernière tranche d'imposition, cela fait plus de 60% d'imposition, soit 45% de taux marginal sur l'impôt sur le revenu, plus 15,5% de prélèvements sociaux. Alors on a 60% en 2013, on était à peu près 40% auparavant, c'est bien ça? Oui, les plus-values de cession d'entreprise réalisées en 2012 étaient soumises à un taux forfaitaire fixe de 24% plus 15,5% de prélèvements sociaux, soit 39,5%, déjà en hausse de 5 points par rapport au régime qui prévalait l'année précédente et de 12,5 points par rapport au début du quinquennat de Sarkozy en 2007. Le taux forfaitaire était alors de 16% et les prélèvements sociaux de 11%. Ah oui, donc on est passé de 27% à plus de 60% en l'espace de quelques années. De quoi mécontenter les pigeons, effectivement. Effectivement. Et surtout, l'esprit de la loi ne différenciait pas vraiment le rentier pur, un retraité fortuné par exemple, d'un vrai entrepreneur. Pour le premier, diversifier son portefeuille vers les actions est un principe de saine gestion. Il n'y a pas de bonne raison de lui appliquer un régime de faveur par rapport aux revenus du travail. Mais pour l'entrepreneur, c'est différent. Il s'expose à un vrai risque économique, financier et personnel, alors que son initiative a une forte utilité sociale. C'est donc un signal négatif au moment où la France doit stimuler la création d'entreprises. Et c'est aussi pour cela qu'après la fronde des pigeons, la loi avait laissé subsister la taxation proportionnelle sous certaines conditions. Oui, dans certains cas, un peu pris à la marge. Mais si on s'en tient à l'essentiel, aux nouvelles règles annoncées aux assises de l'entrepreneuriat, le grand principe, celui de l'imposition en fonction du barème de l'impôt sur le revenu, il est maintenu. C'est ce que vous nous avez dit il y a un instant. Oui, mais un système d'abattement conséquent a été mis en place en fonction de la durée de détention, beaucoup plus avantageux que celui de la première version. Dans l'ancienne mouture, 20% des plus-values étaient défiscalisées entre 2 et 4 ans de détention des titres, puis 30% entre 4 et 6 ans, et enfin 40% au-dessus de ce seuil. Dans la nouvelle version, 2 régimes fiscaux s'appliquent à ceux qui veulent vendre leur entreprise. Le premier, c'est le régime de droit commun. Il prévoit des abattements fiscaux de 50% si la durée de détention est comprise entre 2 et 8 ans et de 65% au-delà de ces 8 ans. Et puis, il y a le régime incitatif qui prévoit des abattements encore plus importants, 50% entre 1 et 4 ans, 65% entre 4 et 8 ans et enfin 85% au-delà. Alors, qui est concerné par ce régime incitatif avec des abattements encore plus importants que celui prévu dans les régimes de droit commun? Eh bien, il s'appliquera en cas de vente d'entreprise de moins de 10 ans pour inciter les jeunes entrepreneurs à se lancer, ce qui va favoriser l'amorçage de ces entreprises en attirant les investisseurs et les business angels. Et c'est bien le but. Mais cela concernera aussi les transmissions d'entreprises familiales d'une génération à une autre, ou encore des entrepreneurs qui vendent leur entreprise parce qu'ils partent à la retraite. D'ailleurs, ces derniers pourront aussi bénéficier d'une franchise d'impôt de 500 000 euros. Alors, si l'on se penche maintenant plus spécifiquement sur les nouveaux abattements, les entrepreneurs, finalement, y trouvent-ils leur compte? Les pigeons ont-ils de quoi crier victoire? Bien, tout dépend de la durée de détention du capital au moment où l'on revend. Regardez ce graphique pour bien comprendre. En 2012, le taux de 39,5% ne bougeait pas, quelle que soit la durée.
avec la première version de la loi, le taux diminuait dans le temps avec les abattements prévus, mais restait constamment au-dessus puisqu'on partait de 60,5% et on arrivait à 42,5%, le taux le plus bas après 6 ans de détention. Ces taux ne s'appliqueront finalement jamais puisque la nouvelle loi sera rétroactive, ce qui va écraser ce que prévoit la loi de finances 2013. Alors avant d'aller plus loin, Olivier Passet, précisons bien que c'est un schéma simplifié. Oui, on prend un cas extrême, celui d'un individu soumis à la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, soit 45% sur ses revenus. C'est après tout le cas extrême médiatisé par les pigeons eux-mêmes. On va considérer qu'il est seul dans son foyer fiscal pour simplifier encore. Puis, on exclut aussi délibérément la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui rajoute 2 à 4 points d'imposition en plus. Ce petit point de méthodologie étant fait, revenons-en à notre graphique. Que nous montrent les taux d'imposition prévus dans la nouvelle version du texte, c'est-à-dire ceux qui s'appliqueront rétroactivement? Eh bien, pour le régime de droit commun, on a bien 60,5%. Puis, au bout de 2 ans, après l'abattement prévu de 50%, le taux d'imposition effectif tombe à 38%, puis à 31,3% avec l'abattement prévu au bout de 8 ans. Et je vous laisse découvrir les abattements pour le régime incitatif. 60,5, puis 41,5 au bout d'1 an, enfin 31,3 jusqu'à 4 ans, puis 22,3% au bout de 8 ans. On voit donc sur le graphique que c'est un système plus intéressant. La courbe passe plus rapidement sous le taux forfaitaire des 39,5% qui s'appliquait jusqu'en 2012. Oui, avec le régime général, on devient gagnant à partir de 2 ans. Avec le régime incitatif, les choses sont quasi neutres après 1 an et très avantageuses après 4 ans. Rappelons qu'avec la loi de finances 2013, l'ancienne version donc, les entreprises étaient pénalisées quelle que soit la durée de détention. Et pour les patrons qui partent à la retraite, est-ce toujours avantageux? Eh bien, ce sont les seuls perdants dans l'affaire. La situation est ici un peu moins avantageuse. Avant la loi de finances de 2013, une cession pouvait n'être soumise qu'au prélèvement social de 15,5%. Ce taux s'applique aujourd'hui en dessous de 150 000 € de plus-value. Mais dans le pire des cas, l'imposition peut atteindre 22,3%. La hausse reste toutefois relativement mesurée, mais ce sont eux les pigeons maintenant. Alors, les jeunes entrepreneurs, leur fronde à eux n'aura pas été vaine puisqu'ils ont gagné un système plus avantageux en fin de compte. Oui, effectivement, mais elle n'a pas tout réglé. Alors pourquoi? Qu'avez-vous en tête? Eh bien, avec ce système, on récompense la durée de détention du capital. Or, c'est de moins en moins vrai, notamment dans l'univers des startups technologiques. Regardez ce qui se passe dans la Silicon Valley. Les entrepreneurs, voire les serial entrepreneurs, visent souvent une vente à court terme, avec la promesse de réaliser une grosse plus-value à l'issue du projet. Un créateur de start-up n'est pas forcément un développeur ni un gestionnaire. Il revend le plus souvent ce projet en herbe à des acheteurs plus puissants qui vont savoir lever des fonds importants, attirer les compétences et maîtriser la croissance. C'est ce que l'on appelle le corporate equity. Vous êtes en train de dire que c'est finalement ce type de stratégie qui développe et qui stimule l'esprit d'entreprendre. Enfin, c'est en tout cas ce que l'on croit aux États-Unis. Bien, pour le moins, c'est une façon de récompenser les projets qui ont un fort potentiel de réussite. Une bonne manière de détourner les jeunes diplômés des carrières ronronnantes toutes tracées dans les grands groupes. Oui, mais n'est-ce pas aussi un moyen de favoriser l'économie casino? Certes, mais il y a aussi toutes les PME qui ont des vrais projets de développement qui passent souvent par des montages financiers de type LBO, création de holding. Dans ces stratégies, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Une entreprise peut très bien s'être développée avec du capital investissement, puis dans une autre phase de croissance, récupérer le capital sous forme de LBO pour le réinjecter dans d'autres projets de développement. Pour conclure, Olivier Passet, le nouveau système annoncé aux assises de l'entrepreneuriat va dans le bon sens, mais on pourrait dire peut mieux faire? Exactement. On a bien fait le distinguo entre investisseur passif et entrepreneur actif, mais on pourrait aller plus loin. En encourageant la durée de détention, on reste dans un modèle qui existe de moins en moins ailleurs. On a vu l'exemple de la Silicon Valley.
Et puis, notons que le taux moyen d'imposition des plus-values de cession avoisine 22% en Europe. On reste encore légèrement au-dessus en France. Merci Olivier Passé. Donc pour résumer, les pigeons ont plutôt réussi leur coup puisqu'ils ont obtenu une fiscalité plus favorable qu'avant. Mais le système pourrait leur être encore favorable. Merci Olivier Passé, merci encore pour cet éclairage. Merci.